Bruno Mettling, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint et directeur des ressources humaines du groupe Orange. Je m'attendais à vous voir en veste cravate. C'est le soleil qui fait ça? Non, ce n'est pas que le soleil, c'est tout simplement la volonté de partager un moment de fraternité au sein du groupe Orange, puisque nous avons réuni à Maurice, durant 3 jours, nos 400 meilleurs vendeurs de par le monde. Voilà, donc je souhaitais être habillé comme nous tous, c'est-à-dire porter une tenue adéquate avec votre très belle île. Et puis d'autre part, tout simplement, de temps en temps, dans ce moment de communauté, nous avions tous la même tenue. Est-ce un paradis numérique? Comment est la connexion dans votre hôtel où vous résidez? Alors, la première chose que je veux dire, c'est ce qui m'a frappé en arrivant, mais je l'intuitais, je le savais déjà, ça fait partie d'ailleurs des décisions pour lesquelles nous avons organisé notre convention ici à Maurice, mais je n'avais pas mesuré avant de venir ici, avant de passer 3 jours à Maurice, à quel point les autorités publiques ont engagé, se sont mobilisées sur cet enjeu de la transformation numérique. J'ai rarement vu, de par le monde, et je voyage beaucoup de par mon métier, de par mes fonctions, j'ai rarement vu des autorités publiques aussi engagées pour réussir la transformation numérique. Et ça, pour moi, c'est très important parce qu'il faut absolument que non seulement les opérateurs que nous sommes, et Orange accompagne, vous savez, la transition numérique de milliers d'entreprises de par le monde, équipent et accompagnent les consommateurs, les clients dans la transition numérique, mais il faut que les États se mobilisent. Et moi, je suis très frappé depuis mon arrivée ici sur l'importance du plan sur la transition numérique qui a été engagée dans ce pays, la volonté d'embarquer, par exemple, les administrations et pas seulement le secteur privé. Et donc ça, c'est un gage de réussite. Ensuite, s'agissant des connexions, c'est un effort permanent. Vous le savez, les technologies évoluent, elles sont de plus en plus exigeantes, il y a de plus en plus d'utilisateurs aussi de ces technologies. La consommation dans nos réseaux explose, donc en permanence, il faut réinvestir. Et parfois, effectivement, on peut rencontrer des difficultés. Ce que je veux dire, c'est tout le monde sait qu'ici, à Maurice, c'est Orange qui porte le cœur de l'investissement en la matière. Ça vous étonne ou vous désolerait de savoir que Michael Porter, un des gourous du management, en visite à Maurice, la première chose dont il s'est plaint, c'est la connexion dans son hôtel? Écoutez, c'est un problème permanent. Encore une fois, il faut imaginer que ce sont des millions de données, des centaines de millions de données, que nous doublons chaque 18 mois le volume des données que nous transportons. Face à cet afflux de données, à cette transformation numérique, c'est vrai qu'il peut se produire des décalages dans telle ou telle situation, dans telle ou telle zone qui est plus ou moins bien couverte. Ce que je veux dire ici, c'est que globalement, le niveau de l'investissement, notamment dans ces technologies du haut débit, qui nous permettront, la 4G, la fibre, qui permettront de faire face à cet afflux de données, ces investissements sont largement engagés. Alors bien sûr, on est dans une période de transition, il peut y avoir des difficultés, ça ou là. Mais le cœur de la stratégie est là, et la réponse est à travers les investissements dans le haut débit que nous faisons. Vous avez récemment soumis un document au gouvernement français où vous parlez du concept du droit à la déconnexion. Quelle mouche vous a piqué en tant que numéro 2 du groupe Orange? Vous demandez à vos employés de vous déconnecter. Ça surprend. Ça peut... Mais vous savez, on sait bien, nous, quand on analyse en profondeur ce qu'est le cas Orange, Orange a développé toutes les recherches, toutes les qualités pour accompagner partout dans le monde cette transformation numérique. On sait bien que face à l'explosion des données, c'est une fantastique opportunité, la transformation digitale. Mais il y a des risques. Comme tout ce qui est nouveau, ce qui transforme profondément la vie des gens, il y a des risques. Parmi les risques, il faut le dire et l'assumer en tant qu'opérateur, il y a les risques d'un excès de connectivité, notamment de connectivité professionnelle. C'est important que l'équilibre vie privée, vie professionnelle permette à tous les salariés, à tous les utilisateurs d'avoir des temps de déconnexion. C'est bon pour eux, bien sûr, pour leur santé, et les excès ne sont pas bons, mais c'est bon aussi pour les entreprises, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, ces gens qui arrivent le lundi matin, qui n'ont pas déconnecté tout le week-end, qui ont traité leurs mails, qui arrivent avec les yeux fatigués, qui n'ont pas reconstitué leur force de travail, ce n'est pas bon pour leur santé, mais ce n'est pas bon pour l'entreprise aussi. Et c'est pour ça que la maturité de la transformation numérique suppose qu'on veille à ce que les salariés aient un droit à la déconnexion, pour dire les choses autrement, qu'aucun salarié ne se voit reprocher de ne pas avoir été connecté en dehors des heures de travail. C'est un enjeu important, y compris pour un opérateur, parce que c'est ça qui assurera une transition harmonieuse vers la transformation numérique. Mais il y a aussi les relations du travail, c'est une réalité. Si vous appelez quelqu'un, vous êtes le numéro de tout le groupe Orange, vous imaginez que si votre numéro apparaît sur le téléphone d'un employé, impossible pour cet employé de ne pas répondre, je devine. C'est pour ça que c'est une très bonne question. Et c'est pour ça que j'ai pris le soin dans ma réponse de vous dire que c'est un enjeu non seulement pour les salariés, mais également pour les entreprises. Donc pour ceux qui ont la responsabilité de diriger les entreprises, pour leur propre efficacité. Alors évidemment, ce qu'il faut, c'est ce qu'on a appelé dans mon rapport que j'ai remis au ministre, l'effort d'éducation au numérique. Un peu comme ici, vous avez beaucoup de réflexions sur comment réussir la transformation numérique. Il faut un immense effort d'éducation numérique, non seulement pour maîtriser les nouveaux outils,
non seulement pour transformer notre façon de travailler, mais aussi pour être éduqués au bon usage des outils numériques. Et ça commence, vous avez raison, par en haut. C'est le fameux syndrome du vice-président qui envoie un mail à son directeur et qui découvre le lundi matin que 200 personnes ont travaillé tout le week-end. C'est une question d'éducation aussi. Les dirigeants doivent être exemplaires en la matière, comme en général ils doivent être exemplaires. C'est important pour eux qu'ils soient attentifs à respecter ces temps de déconnexion professionnelle. C'est votre expérience qui, aujourd'hui, fait que l'impression que vous dégagez, c'est que vous penchez en faveur de la santé de l'employé. C'est l'expérience qui s'est passée dans le groupe Orange. Parlons des choses franchement. La crise des suicides, ça vous a marqué en tant qu'homme? Qui ne peut pas être marqué par une crise aussi importante que celle qu'on a connue il y a 5 ans? Et vous savez, de toutes les crises, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur ces questions. On s'est remobilisé comme on sait le faire Orange. Et nous sommes une des 3 entreprises au monde qui est top employeur sur 3 continents différents. Donc la réponse d'Orange, comme d'habitude, ça a été de comprendre la crise, de transformer l'entreprise, de progresser. Et c'est vrai qu'il reste une sensibilité très forte à Orange sur les problématiques d'équilibre vie privée, vie professionnelle, sur les problématiques de la santé au travail en général. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que ça vous a marqué? Est-ce que votre expérience, votre vécu sur ce qui s'est passé, la crise des suicides, est-ce que cela a contribué à ce document que vous avez récemment soumis au gouvernement français? Très honnêtement, bien sûr que oui. Mais vous savez, ces difficultés qu'on a connues sont à la fois anciennes, on y a beaucoup réfléchi, elles sont très compliquées à analyser, mais ce qui est sûr, c'est que la santé au travail, en général, le bien-être au travail des salariés est un enjeu majeur pour toutes les entreprises au monde, quelles que soient les situations et les crises qu'elles ont connues. Donc évidemment que le responsable des ressources humaines qui a rejoint l'entreprise pour tourner la page, la transformer et réussir, a été marqué par ces événements. Mais ce qui me marque aujourd'hui, c'est la capacité qu'on a eue collectivement à tourner une page, à reconstruire une dynamique et être encore une fois une des 3 entreprises au monde top employeurs sur 3 continents. Retournons à Maurice, si vous le permettez. Que représente Orange Maurice dans la stratégie du groupe Orange avec ses 248 millions de clients et ses 15 milliards de terminaux connectés? Vous savez, Orange est effectivement un grand groupe de taille mondiale, mais il a une stratégie très claire. Il pense que le succès repose, encore une fois, sur sa capacité à développer des dynamiques dans chacun des pays présents. Il n'y a pas de petits ou de grands pays Orange. Il y a systématiquement des présences d'Orange qui permettent de développer ce service devenu indispensable. Et c'est la consolidation de tout ça qui fait la force du groupe. Et à Maurice, si je prends l'exemple d'Orange de Mauritius Telecom, si je prends l'exemple de Mauritius Telecom, très clairement, 1,2 million de clients, 2500 salariés. C'est extrêmement important pour nous. Vous savez, je le dis avec beaucoup de conviction, nous faisons un service essentiel aux populations, nous sommes essentiels à l'investissement dans les entreprises et donc, vous êtes présents dans notre stratégie. Notre stratégie dans l'océan Indien, je tiens à le rappeler, on est présent à Maurice, vous l'avez dit, on est présent à La Réunion, on est présent à Madagascar, on investit dans la zone, vous savez, c'est important. Nous souhaitons être présents d'une manière générale en Europe, Moyen-Orient, Proche-Orient et Afrique, c'est notre zone de développement, c'est là que nous sommes organisés. Et encore une fois, la zone de l'océan Indien est une zone stratégique pour Orange. Pourquoi est-ce que Maurice est un bon pont vers l'Afrique? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que toutes les enquêtes montrent que ce qui se passe à Maurice en termes de qualité de gouvernance, en termes de maturité de la démocratie, en termes d'investissement, en termes d'équipement, en termes de volonté de réussir la transition digitale, vous êtes incontestablement un des pays les plus avancés de la zone. Et nous, on a besoin de s'appuyer sur des pays comme Maurice, en termes de qualité de gouvernance, en termes d'investissement, en termes d'équipement, de qualité aussi du tissu des entrepreneurs. On a besoin de s'appuyer sur ce type de tête de pont pour développer notre stratégie sur l'Afrique. On joint l'utile à l'agréable. Maurice, le gouvernement mauricien est actionnaire majoritaire. Quand Orange va vers l'Afrique, c'est Mauritius Telecom, le gouvernement mauricien, le contribuable mauricien, qui prend le plus de risques. Ah, détrompez-vous. Je crois qu'investir dans les télécoms aujourd'hui, et notamment pour votre gouvernement, c'est au contraire se donner les moyens de réussir la transformation. Et moi, je suis très frappé de la manière dont votre gouvernement, je le redis, envisage la transformation numérique. Vous savez, c'est la clé de l'avenir. Ceux qui n'auront pas pris le virage numérique auront, en termes d'emploi, en termes de capacité à entraîner des entreprises, à créer de l'activité, à créer du business, auront les plus grandes difficultés. Et moi, je trouve que c'était extrêmement avisé de la part de votre gouvernement que d'assumer sa responsabilité au sein de Mauritius Telecom et d'investir, y compris au-delà du seul pays, pour être cette tête de pont. Je crois que, bien sûr qu'il y a des risques. Vous savez, dans le business, il y a toujours des prises de risques.
je crois que votre gouvernement est très avisé comme partenaire, encore une fois, d'Orange, de porter cette dynamique dans la région et de ne pas laisser à d'autres le soin d'accompagner le développement de cette activité. Cette question a été posée par une institution mauricienne, le bureau du leader de l'opposition, qui s'est demandé pourquoi est-ce que Mauritius Telecom a été le principal investisseur quand Orange Maurice a voulu investir aux îles Vanuatu. Vous avez suivi, vous êtes au courant de l'affaire? Des commentaires, des opposants? Écoutez, très clairement, ce n'est ni mon rôle ni ma responsabilité de rentrer dans les débats politiques, que je sais très vifs et très denses à Maurice, comme dans beaucoup de démocraties. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que dès lors qu'on est actionnaire majoritaire d'une entreprise, il est normal que l'on pèse sur la stratégie, que l'on prenne sa part de risque. On ne peut pas être actionnaire majoritaire d'une entreprise et laisser les autres le soin d'accompagner. Ce qui est important, c'est que entre l'État actionnaire de Mauritius Telecom et son partenaire Orange, on a une qualité d'échange et de débat qui fasse qu'on arrive en confiance au prorata de notre participation dans ce type d'investissement. Et là encore, cette logique de développement, c'est celle de votre gouvernement, c'est celle de l'actionnaire de Mauritius Telecom, c'est celle d'Orange. Donc ce n'est pas un hasard si on se retrouve dans ce type d'approche. Orange prend des décisions, Mauritius Telecom finance? Non, c'est mal connaître la réalité de vos représentants. Vous savez, on a à la tête de Mauritius Telecom un entrepreneur. Tous ceux qui l'ont croisé, tous ceux qui l'ont rencontré, comme moi, ont été frappés par le fait que c'est important pour nous. Parce que parfois, les États sont tentés de nommer à la tête des entreprises des gens qui n'ont aucune qualité d'entrepreneur. Nous avons la chance, à Mauritius Telecom, à Orange Telecom, d'avoir à la tête un entrepreneur. C'est un atout pour nous, parce qu'on se comprend. Il parle le langage de l'entreprise, de la responsabilité, et croyez-moi, il défend les intérêts qu'il représente. C'est un partenaire exigeant, et ça nous convient, parce que c'est comme ça qu'on travaille bien ensemble. Pourtant, cet homme dont vous parlez, il s'appelle Sherry Singh évidemment, je suppose que vous connaissez. C'est un très bon ami de l'ex-ministre des TIC. Sa nomination a été vivement critiquée dans la presse puisque l'État avait promis des appels à candidature, il n'y en a pas eu. Ça ne vous dérange pas ce copinage qu'il y a toujours eu entre les États, notamment Maurice? Le précédent gouvernement avait aussi nommé un ami au poste de directeur général de Mauritius Telecom. Aujourd'hui, cela se répète, pas d'appel à candidature. Est-ce que vous, en tant que DRH, est-ce que ça ne vous dérange pas? Moi, je vais vous dire une chose. Ce qui me dérange, c'est que quand un actionnaire privé à 60% nomme un dirigeant, personne ne se croit obligé de revisiter l'ensemble des éléments. Là, nous avons un actionnaire qui est l'État, qui est à 60%, qui, au terme des accords qu'il y a avec Orange, désigne son représentant. Ce que moi, je trouve positif, et je le redis, c'est qu'il a désigné un entrepreneur, quelqu'un qui comprend les logiques de l'entreprise. Et vous savez, pour nous, c'est un atout pour réussir. Pour le reste, on est dans le débat politique, vous comprendrez que l'homme que je suis dans mes responsabilités n'a pas à commenter le débat politique. Orange avait été consulté avant cette nomination? Orange, j'allais dire, est évidemment consulté avec la part qui est la sienne dans l'entreprise sur la nomination. L'initiative revient encore une fois à l'actionnaire majoritaire, mais sur cette question comme sur d'autres, il y a des débats. Et très clairement, nous avons accueilli avec plaisir et bonheur le profil d'entrepreneur et d'entrepreneur qui est extrêmement pointu sur la question du numérique. Tout le monde sait qu'il est l'un de ceux qui, à Maurice, travaille le plus, anticipe le plus sur cet enjeu de la transformation numérique. Et pour l'opérateur que nous sommes, c'est un point absolument clé. Si vous permettez, je suppose que vous serez d'accord, est-ce qu'on peut s'ouvrir un peu plus sur l'actualité mondiale, l'actualité technologique mondiale? Edward Snowden a récemment révélé le programme Schtroumpf de l'agence d'écoute britannique, une technologie permettant à cette agence d'allumer le micro de votre téléphone à n'importe quel moment pour que tout ce qui est dit autour de vous soit entendu. Vous y croyez, vous? C'est possible? Vous savez, en la matière, je suis prudent, parce que c'est vrai que l'évolution des technologies est très rapide et très puissante. Et voyez, de la même façon que vous avez été surpris que le dirigeant que je suis a posé la problématique de la fantastique opportunité de la transformation digitale, mais aussi des risques et de prévenir ces risques, il y a en matière de liberté des vrais enjeux, des vrais risques qu'il faut anticiper. Et moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut très clairement et très loyalement définir à la fois les enjeux technologiques, à la fois les enjeux de sécurité, mais aussi de protection des libertés individuelles. Et c'est pour ça qu'à Orange, vous le savez, nous avons par exemple une charte extrêmement claire des droits de nos clients, de nos devoirs par rapport à eux sur l'utilisation des données les concernant. Ce qu'on attend aussi d'Orange, c'est que cette culture des droits de l'homme, bien souvent respectée en France, au Royaume-Uni, en Europe, qu'Orange soit porteur de ce respect des droits de l'homme. Un des débats majeurs en ce moment dans le pays, c'est la carte d'identité biométrique.
qui a été écarté par une décision judiciaire en France. Aujourd'hui, le gouvernement mauricien maintient que cette carte est nécessaire. Vous en pensez quoi? Que pouvez-vous apporter dans ce débat? Vous deviez m'amener sur les questions plus larges. Vous me ramenez assez vite aux questions mauriciennes. Parce que vous avez évoqué la question des données. Je me permets de le faire observer à l'excellent journaliste que vous êtes. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut absolument éviter. C'est cette idée qu'un pays, en fonction de sa vision des choses, dicterait, au motif que c'est une compagnie internationale, à l'ensemble des pays, l'appréciation qu'ils ont derrière ces enjeux. Vous savez, il y a les enjeux de sécurité, les enjeux de liberté, les enjeux de protection des États, c'est des enjeux extrêmement sensibles. C'est à chaque pays, a fortiori quand c'est une démocratie, comme c'est le cas à Maurice, qu'il convient de définir les conditions de sa régulation, de sa réglementation en la matière. Je me garderai bien, moi, en tant que dirigeant d'une entreprise, de donner des leçons à la manière dont votre pays doit, j'allais dire, gérer ces enjeux-là. Il n'y a pas de vérité en la matière, il y a des équilibres qui dépendent de l'appréciation des risques, des sensibilités des différents États. Il faut que les entreprises, les compagnies respectent ces sensibilités. Très bien. Bruno Mettling, merci. Merci à vous.